Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Gilles Deleuze, la philosophie critique de Kant. Kant définit la philosophie comme la science du rapport de toute connaissance aux fins essentielles de la raison humaine, ou pour l'amour éprouvé par l'être raisonnable pour les fins suprêmes de la raison humaine. Lutte contre l'empirisme et contre le rationalisme dogmatique. La raison est faculté d'agencer des moyens indirects. La culture est ruse, calcul, détour. Contre l'empirisme, Kant affirme qu'il y a des fins de la culture, des fins propres à la raison. La fin dernière est une fin telle que la nature ne peut suffire à l'effectuer et à la réaliser en conformité avec l'idée, car cette fin est absolue. Le rationalisme reconnaît que l'être raisonnable poursuit des fins proprement rationnelles. La raison appréhende comme fin quelque chose d'extérieur et de supérieur, un être, un bien, une valeur, pris comme règle de la volonté. Une fin est une représentation qui détermine la volonté. Contre le rationalisme, Kant fait valoir que les fins suprêmes ne sont pas seulement des fins de la raison, mais que la raison ne pose pas autre chose qu'elle-même en les posant. Dans les fins de la raison, c'est la raison qui se prend elle-même pour fin. La raison est seule juge de ses propres intérêts. Tous les concepts, même toutes les questions que nous propose la raison pure, résident non pas dans l'expérience, mais dans la raison. C'est la raison qui seule a engendré ces idées dans son sein. Une critique immanente, la raison comme juge de la raison, tel est le principe essentiel de la méthode dite transcendantale. Elle propose de déterminer la vraie nature des intérêts ou des fins de la raison et les moyens de réaliser ces intérêts. La critique de la raison pure commence par demander « Y a-t-il une faculté de connaître supérieure ?» La critique de la raison pratique « Y a-t-il une faculté de désirer supérieure ?» La critique du jugement, y a-t-il une forme supérieure du plaisir et de la peine? La connaissance est synthèse de représentation. Pour connaître quelque chose, il faut non seulement que nous ayons une représentation, mais que nous en sortions. Les caractères de l'a priori sont l'universel et le nécessaire, mais la définition de l'a priori est indépendante de l'expérience. La détermination d'une forme supérieure de la faculté de connaître est en même temps la détermination d'un intérêt de la raison. Connaissance rationnelle et a priori sont choses identiques. Une chose est soumise à notre faculté de connaître, telle qu'elle est en soi, sont les objets tels qu'ils apparaissent, c'est-à-dire les phénomènes. La faculté de désirer suppose une représentation qui détermine la volonté. Même quand une représentation est a priori, elle détermine la volonté par l'intermédiaire d'un plaisir lié à l'objet qu'elle représente. La faculté de désirer est supérieure. L'idée d'une pluralité et d'une hiérarchie systématique des intérêts, conformément au premier sens du mot, faculté, domine la méthode kantienne. L'intuition est une représentation singulière qui se rapporte immédiatement à un objet d'expérience et qui a à sa source dans la sensibilité. Le concept a sa source dans l'entendement. L'idée a sa source dans la raison. C'est la représentation elle-même qui se définit comme connaissance, c'est-à-dire comme la synthèse de ce qui se présente. Prise dans son activité, la synthèse renvoie à l'imagination, dans son unité à l'entendement, dans sa totalité à la raison. Notre constitution est telle que nous avons une faculté réceptive et trois facultés actives. La doctrine des facultés forme un véritable réseau constitutif de la méthode transcendantale, écrasement de la dialectique. L'a priori se définit comme indépendant de l'expérience, mais précisément parce que l'expérience ne nous donne jamais rien qui soit universel et nécessaire. Je connais non pas quand je constate, mais quand je juge. Le fait de la connaissance, c'est que nous avons des représentations a priori grâce auxquelles nous jugeons. L'espace et le temps sont des formes a priori de l'intuition. Rupture avec Hume, qui avait bien vu que la connaissance impliquait des principes subjectifs par lesquels nous dépassons le donné, mais ces principes lui semblaient seulement des principes de la nature humaine, principes psychologiques d'association concernant nos propres représentations.
Kant transforme le problème. Ce qui se présente à nous de manière à former une nature doit nécessairement obéir à des principes du même genre que ceux qui règlent le cours de nos représentations. La subjectivité des principes n'est pas une subjectivité, mais une subjectivité transcendantale. A priori, la représentation ne dérivant pas de l'expérience. Transcendantale, principe en vertu duquel l'expérience est nécessairement soumise à notre représentation a priori. La découverte essentielle est que la faculté de connaître est législatrice, qu'il y a quelque chose de législateur dans la faculté de connaître. La révolution copernicienne nous apprend que c'est nous qui commandons. Renversement de l'antique sagesse, le sage se définissant par ses propres soumissions et par son accord final avec la nature. Kant oppose à la sagesse l'image critique, nous les législateurs de la nature. Le réalisme empirique est une constante de la philosophie critique. Les phénomènes ne sont pas des apparences, mais ne sont pas davantage des produits de notre activité. Ils peuvent nous être soumis car ils ne sont pas des choses en soi. Représentation veut dire synthèse de ce qui se présente. La connaissance implique la conscience ou l'appartenance des représentations à une même conscience dans laquelle elles doivent être liées. La connaissance implique aussi un rapport nécessaire avec un objet. L'objet quelconque est le corrélat du « je pense » ou de l'unité de la conscience. Il est l'expression du cogito, son objectivation formelle. La véritable formule du cogito est « je me pense et en me pensant, je pense l'objet quelconque auquel je rapporte une diversité représentée ». La forme de l'objet ne renvoie pas à l'imagination mais à l'entendement. L'entendement dispose de concepts a priori, qu'on appelle catégories, représentation de l'unité de la conscience et comme telles des prédicats de l'objet quelconque. Les phénomènes ne sont pas soumis à l'espace et au temps, car la sensibilité est passive, immédiate, et que l'idée de soumission implique un médiateur. L'imagination incarne la médiation, opère la synthèse qui rapporte les phénomènes à l'entendement, comme à la seule faculté qui légifère dans l'intérêt de connaître. L'entendement juge, l'imagination schématise, réponse célèbre de Kant. Le schème suppose la synthèse, et la raison raisonne. Conformément à la doctrine d'Aristote, Kant conçoit le raisonnement de manière syllogistique. Un concept de l'entendement étant donné, la raison cherche un autre concept qui conditionne l'attribution du premier concept à un objet. La raison exerce son génie propre. La raison n'a proprement pour objet que l'entendement et son emploi conforme à sa fin, unité, extension. La raison constitue des foyers idéaux hors de l'expérience, vers lesquels convergent les concepts de l'entendement, maximum d'unité. La raison est cette faculté qui dit tout se passe comme si. L'idée n'est pas une fiction, dit Kant, elle a une valeur objective, elle possède un objet, et cet objet lui-même est indéterminé. La raison symbolise par rapport à la matière des phénomènes trois aspects de l'idée. Indéterminée dans son objet, déterminable par analogie avec les objets de l'expérience, et 3. Une détermination infinie par rapport au concept de l'entendement. Trois facultés actives, imagination, entendement, raison. C'est l'entendement qui légifère et qui juge. Le sens commun désigne un accord a priori des facultés, ou le résultat de tel accord. Le sens commun est la condition subjective de toute communicabilité. Idée d'une bonne nature des facultés, d'une nature saine et droite, Kant. L'originalité du kantisme est la différence de nature entre nos facultés. Facultés comme source de représentation, de connaître, de désirer, de sentiment, de plaisir et de peine. Différence de degré. Le sens commun, sous sa forme spéculative, exprime l'harmonie des facultés sous la présidence de l'entendement. En ce qui concerne un fondement pour l'harmonie des facultés, les deux premières critiques ne trouvent leur achèvement que dans la dernière. L'intérêt spéculatif porte sur les phénomènes. Les choses en soi ne sont pas l'objet de l'intérêt spéculatif naturel. Les phénomènes sont soumis à la synthèse de l'imagination. L'un des thèmes fondamentaux de la critique pure est que l'entendement et la raison sont profondément tourmentés par l'ambition de nous faire connaître les choses en soi. Illusion interne et usage illégitime des facultés, thèse rappelée par Kant. L'usage transcendantal de l'entendement vient simplement que celui-ci néglige ses propres limites, tandis que l'usage transcendant de la raison nous enjoint de franchir les limites de l'entendement. L'usage transcendantal consiste en ceci, que l'entendement prétend connaître quelque chose en général.
Ce quelque chose ne peut être que la chose telle qu'elle est en soi et qu'elle ne peut être pensée que comme suprasensible, noumen. L'usage transcendant consiste en ceci, que la raison prétend par elle-même connaître quelque chose de déterminé. La forme pure est celle d'une législation universelle. L'universel est un absolu, logique. La forme d'une législation universelle appartient à la raison. La raison est cette faculté qui légifère immédiatement dans la faculté de désirer, raison pure pratique. La faculté de désirer trouve sa détermination en elle-même, volonté autonome. L'implication est que raison pratique et liberté ne font qu'un. Dans l'autonomie de la volonté, nous trouvons une synthèse a priori qui donne au concept de la liberté une réalité objective déterminée, en le reliant nécessairement à celui de la raison pratique. Portant exclusivement les phénomènes, la connaissance est forcée dans son propre intérêt de poser l'existence des choses en soi comme ne pouvant pas être connues, mais devant être pensées pour servir de fondement aux phénomènes sensibles même. En tant qu'intelligence ou être raisonnable, nous devons nous penser comme membres d'un monde intelligible ou suprasensible, doué d'une causalité libre. Ce concept de liberté comme celui de noumen reste purement problématique et indéterminé. Si la raison n'avait d'autres intérêts que son intérêt spéculatif. La loi morale est une loi de la causalité par liberté, donc une loi de la possibilité d'une nature suprasensible. La législation par le concept de liberté est celle où la raison, déterminant ce concept, légifère dans la faculté de désirer, c'est-à-dire dans son propre intérêt pratique. Son domaine est celui des choses en soi, pensées comme noumen, ce que Kant appelle l'abîme immense. Le noumen présente à la pensée l'identité du législateur et du sujet. Il y a toujours dans la liberté une zone de libre arbitre par laquelle nous pouvons opter contre la loi morale. Si la maxime de notre volonté était une loi théorique de la nature sensible, chacun serait contraint de dire la vérité. Selon l'intérêt pratique de la raison, c'est la raison qui légifère elle-même. La faculté de désirer sous sa forme supérieure unit le concept de causalité à celui de liberté. La loi morale repose sur l'usage le plus commun de la raison, sens commun moral. Le bonheur ne prend pas être cause de la vertu, puisque la loi morale est le seul principe déterminant de la volonté bonne, et que la vertu ne semble pas davantage pouvoir être cause du bonheur, puisque les lois du monde sensible ne se règlent nullement sur les intentions d'une bonne volonté. Le monde suprasensible est archétype et le monde sensible est type, parce qu'il contient l'effet possible de l'idée du premier. La réalisation du bien moral suppose un accord de la nature sensible suivant ses lois avec la nature suprasensible suivant sa loi. Cet accord se présente dans l'idée d'une proposition entre le bonheur et la moralité, c'est-à-dire dans l'idée du souverain bien comme totalité de l'objet de la raison pure pratique. La connexion du bonheur avec la vertu n'est pas immédiate, mais se fait dans perspective d'un progrès allant à l'infini, âme immortelle, et par l'intermédiaire d'un auteur intelligible de la nature sensible ou d'une cause morale du monde, Dieu. La liberté reçoit une réalité objective de la loi morale. L'imagination tient un rôle fondamental, soit qu'elle s'exerce librement, soit qu'elle dépasse ses propres bornes. Elle fait réellement partie du sens commun moral. L'intérêt spéculatif est subordonné à l'intérêt pratique. Kant appelle croyance une proposition spéculative, mais qui ne devient assertorique que par la détermination qu'elle reçoit de la loi morale. En tant qu'objet de connaissance, Dieu n'est déterminable qu'indirectement et analogiquement, mais en tant qu'objet de croyance, il acquiert une détermination et une réalité exclusivement pratique, auteur moral du monde. Le but final est nécessairement le concept de la raison pratique, ou de la faculté de désirer sous sa forme supérieure. Seule la loi morale détermine l'être raisonnable comme fin en soi, puisqu'elle constitue un but final dans l'usage de la liberté. Tout intérêt est pratique, et l'intérêt même de la raison spéculative n'est que conditionné et n'est complet que dans l'usage pratique. Le contentement n'est pas un effet sensible ni un sentiment particulier, mais un analogue intellectuel du sentiment. La faculté de sentir ne peut être supérieure qu'en étant désintéressée dans son principe. Ce qui compte n'est pas l'existence de l'objet représenté, mais le simple effet d'une représentation sur moi.
Forme signifie réflexion d'un objet singulier dans l'imagination. La forme est ce que l'imagination réfléchit d'un objet. La représentation réfléchie de la forme est cause, dans le jugement esthétique, du plaisir supérieur du beau. Quand nous disons c'est beau, nous ne voulons pas dire simplement c'est agréable. Nous prétendons à une certaine objectivité, à une certaine nécessité, à une certaine universalité. Le jugement esthétique est seulement le plaisir. Nous supposons que notre plaisir est en droit communicable ou valable pour tous. L'imagination, dans sa liberté pure, s'accorde avec l'entendement dans sa légalité non spécifiée. Le libre jeu de l'imagination et de l'entendement ne peut pas être intellectuellement connu, mais seulement senti. Dans le sublime, l'imagination se livre à une toute autre activité que la réflexion formelle. Le sentiment du sublime est éprouvé devant l'informe ou le difforme, immensité ou puissance. Tout se passe comme si l'imagination était confrontée avec sa propre limite, forcée d'atteindre à son maximum, subissant une violence qui l'amène à l'extrémité de son pouvoir. Devant l'immense, l'imagination éprouve l'insuffisance de ce maximum. Elle cherche à l'agrandir et retombe sur elle-même, la nature. L'imagination apprend que c'est la raison qui la pousse jusqu'à la limite de son pouvoir, la forçant à avouer que toute sa puissance n'est rien par rapport à une idée. Le sublime nous met en présence d'un rapport subjectif direct entre l'imagination et la raison, contradiction vécue entre l'exigence de la raison et la puissance de l'imagination. Lorsque l'imagination est mise en présence de sa limite par quelque chose qui la dépasse de toutes parts, elle dépasse elle-même sa propre limite en se représentant l'inaccessibilité de l'idée rationnelle et en faisant de cette inaccessibilité même quelque chose de présent dans la nature sensible. L'âme est sentie comme l'unité suprasensible indéterminée de toutes les facultés. Le plaisir esthétique est entièrement désintéressé, puisqu'il ne concerne en rien l'existence d'un objet. Le beau n'est pas l'objet de l'intérêt de la raison, reste qu'il peut être uni synthétiquement à son intérêt rationnel. La nature possède l'aptitude de produire de belles formes capables de se réfléchir dans l'imagination. Même où l'œil humain pénètre trop rarement pour les réfléchir, comme au fond des océans. L'intérêt uni au beau ne porte donc pas sur la belle forme en tant que belle, mais sur la matière employée par la nature pour produire des objets capables de réfléchir formellement. L'intérêt du beau n'est pas partie intégrante du beau, ni du sens du beau, mais concerne une production du beau dans la nature, et peut à ce titre servir de principe en nous pour une genèse du sens du beau lui-même. L'aptitude de la nature se présente comme un pouvoir sans but, approprié par hasard à l'exercice harmonieux de nos facultés. Le plaisir de cet exercice est lui-même désintéressé. Les idées sont l'objet d'une présentation indirecte dans les libres matières de la nature. Cette présentation indirecte s'appelle symbolisme et a pour règle l'intérêt du beau. L'accord de l'imagination comme libre et de l'entendement comme indéterminé et animé, vivifié et engendré par l'intérêt du beau. Les libres matières de la nature sensible symbolisent les idées de la raison. L'intérêt du beau témoigne d'une unité suprasensible de toutes nos facultés, comme d'un point de concentration dans le suprasensible. L'unité suprasensible indéterminée de toutes les facultés et l'accord libre qui en dérive sont le plus profond de l'âme. Comme dit Kant, le beau lui-même est symbole du bien. Il veut dire que le sens du beau est une relation synthétique d'après laquelle l'intérêt du beau nous dispose à être moral et nous destine à la moralité. Le génie est disposition innée par laquelle la nature donne à l'art une règle synthétique et une riche matière. Kant définit le génie comme la faculté des idées esthétiques. L'idée de la raison dépasse l'expérience, faisant d'un phénomène simple un événement de l'esprit, la mort, l'amour. L'idée de la raison contient quelque chose d'inexprimable. L'idée esthétique dépasse tout concept, car elle crée l'intuition d'une autre nature. L'accord de l'imagination et de l'entendement dans les arts n'est vivifié que par le génie, et sans lui resterait incommunicable. Le génie est un appel lancé à un autre génie, où le goût entre les deux devient une sorte de médium. Le génie exprime l'unité suprasensible de toutes les facultés et l'exprime comme vivante. Le jugement est toujours une opération complexe qui consiste à subsumer le particulier sous le général. L'homme du jugement est toujours un homme de l'art. Le jugement est dit déterminant lorsqu'il exprime l'accord des facultés.
Le jugement réfléchissant manifeste et libère un fond qui restait caché dans l'autre. Le jugement est irréductible. Jamais il ne consiste en une seule faculté, mais dans leur accord. La raison, dans son intérêt spéculatif, forme des idées dont le sens est seulement régulateur. Jamais l'entendement ne détermine a priori la matière des phénomènes, le détail de l'expérience réelle. Celle-ci est connue empiriquement et reste contingent par rapport à notre entendement. Une fin se définit par la représentation de l'effet comme motif ou fondement de la cause. Le concept d'unité finale ou de fin naturelle nous force à déterminer Dieu comme cause suprême et intentionnelle agissant à la manière d'un entendement. Kant insiste sur la nécessité d'aller d'une téléologie naturelle à la théologie physique. Le jugement esthétique manifeste une véritable finalité, mais il s'agit d'une finalité subjective, formelle, excluant toute fin. La nature nous donne l'occasion extérieure de saisir la finalité interne du rapport de nos facultés subjectives. La finalité formelle esthétique nous prépare à former un concept de fin qui s'ajoute au principe de finalité, le complète et l'applique à la nature. C'est la réflexion sans concept qui nous prépare elle-même à former un concept de réflexion. Le jugement réfléchissant rend possible le passage de la faculté de connaître à celle de désirer. La finalité rend possible le passage de la nature à la liberté ou prépare la réalisation de la liberté dans la nature. L'originalité de la doctrine des facultés chez Kant, leur forme supérieure, ne les abstrait jamais de leur finitude humaine. Spécifiques et finies, les facultés accèdent à une forme supérieure, accédant au rôle législateur. L'esthétique laisse au goût le soin de décider quel objet devrait être jugé beau. Nous sommes conduits à l'idée que la nature tout entière est un système suivant la règle des fins. L'idée de fin dernière implique celle de but final, qui excède toutes nos possibilités d'observation et toutes les ressources de notre réflexion. Un but final est un être qui possède en soi la raison d'existence. Un but final n'est qu'un concept. Détermination pratique de l'idée de Dieu comme auteur moral, sans laquelle le but final ne pourrait pas même être pensé comme réalisable. Nous déterminons l'homme comme but final, et but final pour l'ensemble de la création divine. L'idée de fin dernière implique un rapport final de la nature et de l'homme. L'instauration du rapport final est la formation d'une constitution civile parfaite. Celle-ci est l'objet le plus haut de la culture, la fin de l'histoire, ou le souverain bien proprement terrestre. L'histoire doit être jugée du point de vue de l'espèce et non de la raison personnelle. Gilles Deleuze, La philosophie critique de Kant. Merci.